Bonjour. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui aux Archives municipales de Lyon. Je représente l'association Rail Histoire. C'est une vieille association maintenant qui a 35 ans et qui travaille sur tout ce qui est en lien avec le ferroviaire, pas que le chemin de fer, donc tout ce qui est tramway, téléphérique, tout ce qui roule sur rail. Les rails. Eh oui. Certains membres de notre association y tiennent. Ils reprennent si on ne cite pas le téléphérique, dont je le cite à chaque fois maintenant. Sinon, je me fais taper sur les doigts. En particulier à Lyon. Tu es en train de saboter ta conférence. On va vous faire passer une petite feuille d'émargement pour ceux qui souhaitent mettre leurs coordonnées pour qu'on les tienne au courant des activités de l'association, des futures conférences, etc. C'est un cycle de conférences qui va s'étaler encore sur une ou deux séances. Je passe la parole à Étienne pour présenter Oui, juste peut-être évoquer une deuxième chose sur Rail Histoire. C'est effectivement une très ancienne association, comme ça a été précisé, et qui a donné des naissances à d'autres branches de Rail Histoire. Et notamment, donc, vous avez une antenne Rail Histoire Sud-Est, donc ici, qui est basée à Lyon, dont Antoine et moi-même sommes membres et intervenants. Donc l'antenne Rail Histoire Sud-Est a pour ambition justement de développer des activités, de vulgariser un peu à la fois la recherche et de rassembler les individus qui ont une appétence pour l'histoire ferroviaire ou l'histoire des rails au sens large. Si je dis que ferroviaire, je vais faire aussi taper sur le doigt. Et donc, à partir de là, on est en train, par exemple, de revaloriser le poste d'aiguillage de Perrache, notamment. On a fait quelques visites guidées de la gare de Perrache, du poste. Et donc l'ambition, c'est aussi de continuer à avoir ces activités sur l'antenne Rail Histoire Sud-Est, donc tout autour de Lyon, mais ça peut aller jusqu'à Nîmes, où on a un collègue à Nîmes notamment qui essaie de développer les patrimoines ferroviaires. Donc pour l'intervention de ce soir, donc nous avons Antoine Lévesque, donc, qui est docteur en sciences politiques au laboratoire Triangle, qui appartient à l'ENS, qui est abrité par l'ENS, donc l'École normale supérieure de Lyon. Il est actuellement donc chargé de recherche à Rail Histoire, justement, à Paris, où il fait une nouvelle recherche, donc peut-être il vous parlera si vous le souhaitez. Et donc ce qu'il vous présente aujourd'hui, c'est les travaux de recherche de sa thèse de doctorat qu'il a soutenue en 2021. Ah, il était pas de là. 2021. Et donc, il va essayer de vous résumer ça et d'attirer l'attention sur les enjeux donc, des systèmes de transport dans les banlieues. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est aussi de décentrer un peu le regard, de ne pas nécessairement être seulement sur l'hypercentre ou le centre-ville. On a Perrache, on a Pardieu. Ça serait bien d'aller voir un peu plus loin, parce que c'est, à mon sens, là où tous les enjeux de mobilité sont. Vous avez qu'à voir comment on arrive ici. Il y a peut-être plus besoin de la voiture en centre-ville, pour certains cas, alors qu'effectivement, un peu plus loin, les transports doivent aider à pouvoir se déplacer. Donc, je vous laisse parler et merci beaucoup à vous d'être présents. Bien, merci Étienne. Donc bonsoir à toutes et à tous. Je remercie d'abord Rail Histoire et surtout les archives municipales de Lyon qui permettent de participer à ce cycle de conférence. Donc effectivement, j'ai intitulé cette conférence « Desservir la banlieue, socio-histoire d'un réseau de transport en commun à 2 vitesses ». Et comme le titre l'indique, on va revenir donc ensemble sur l'évolution du réseau de transport en commun lyonnais en l'observant depuis la banlieue. Alors, pourquoi cette focale? Donc, comme tu l'as dit Étienne, ce que je vais vous raconter, c'est issu d'une thèse de sciences politiques. Et donc, on va parler de transport à partir d'outils analytiques et de préoccupations issues des sciences sociales qui portent en particulier sur le fonctionnement de la démocratie. Puisque desservir la banlieue, ce titre ne renvoie pas spécifiquement au transport, en fait, mais le sujet central, c'est d'abord la représentation des classes populaires
et la distribution inégalitaire des ressources publiques. En fait, moi, ce que je place au cœur de mon travail, hein, c'est surtout, c'est d'abord la façon dont les besoins des classes populaires, leurs problèmes, leurs intérêts sont interprétés, sont définis et sont servis dans les espaces de gouvernement, c'est-à-dire les espaces dans lesquels se joue l'action publique. Donc, ce sont les espaces où on prend des décisions, ce sont des espaces dans lesquels on définit des solutions, des expertises, et dans lesquels on définit aussi des problèmes. Alors, ce que je vous propose dans la petite heure que j'ai dans cette présentation, hein, c'est de revenir en 4 temps. D'abord sur la façon dont l'étude de l'évolution d'un réseau de transport collectif peut renseigner sur la représentation des classes populaires dans l'action publique et sur la répartition désavantageuse des ressources publiques à leur égard. Et puis, je reviendrai ensuite sur 3 périodes qui montrent une évolution dans la formulation du problème de desserte de la banlieue. Desservir la banlieue, ça ne renvoie pas tout à fait à la même chose quand on est dans les années 60, dans les années 80 ou encore aujourd'hui. Et ce que je veux montrer, c'est que ce problème, la façon de le définir, il dépend en partie de l'évolution des modalités de la représentation des classes populaires dans l'action publique. Donc le premier temps décisif, c'est celui de la construction des grands quartiers d'habitat social de l'agglomération, et notamment dans le cadre des zones à urbaniser en priorité, des ZUP. Construction qui s'est faite à peu près en même temps, hein, qu'on a institué un pouvoir d'agglomération avec la création de la communauté urbaine. C'est donc en gros le tournant des années 70, et les reconfigurations institutionnelles, elles vont jouer défavorablement, hein, pour les ZUP de l'agglomération lyonnaise, qu'il s'agisse de Vénissieux ou de Vaux-en-Velin par exemple. Le deuxième temps, c'est celui du retour de la question de la desserte des quartiers populaires, qui se fait alors qu'émerge au même moment une construction du problème des quartiers en France. Et donc c'est une période qui s'ouvre au tournant des années 80, et à partir de là, les infrastructures de transport sont perçues peu à peu, en particulier dans les quartiers populaires, comme des politiques de peuplement. Donc je reviendrai sur ce que j'entends par politique de peuplement. Et puis enfin, je terminerai par évoquer les mécanismes qui expliquent que lorsque les infrastructures de transport arrivent enfin en banlieue, à peu près à partir des années 2000, eh bien, elles opèrent une sélection des espaces réputés les plus attractifs pour les populations et pour les activités que l'on veut venir voir s'implanter en banlieue. Et cela repose donc sur des objectifs de peuplement que je vais définir, mais cela repose aussi sur le maintien de logiques de confiscation démocratique de l'action publique métropolitaine, et cela malgré l'inclusion progressive des élus de la banlieue et du personnel politique et administratif de la banlieue aux espaces de gouvernement métropolitain. Donc par confiscation, j'entends surtout le maintien des décisions entre un petit nombre de personnes en dehors du débat public, et en particulier en faisant échapper les modalités des décisions aux échanges entre représentants et représentés. Alors, pourquoi s'intéresser aux politiques de transport en commun dans la première couronne populaire lyonnaise? Je vais surtout revenir dans cette conférence sur l'exemple de Vaux-en-Velin, et en particulier sur les raisons de l'absence d'infrastructures de transport pour desservir les grands ensembles d'habitat social à Vaux-en-Velin, qui sont essentiellement les quartiers nord, pour dire schématiquement, et qui sont parmi les plus denses en fait, hein, de l'agglomération lyonnaise. Donc Vaux-en-Velin, c'est une commune qui donne à voir un double paradoxe. D'abord, c'est la 4e commune de l'agglomération, une commune de 50 000 habitants. C'est la commune la plus pauvre de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je crois qu'elle est classée 20e au niveau national. Donc le taux de pauvreté, il est 33% en 2019, alors qu'il est de 16,2% dans la métropole, de 14% dans le département du Rhône. Le taux de chômage est aussi 10 points supérieur à celui du Rhône. Et globalement, les classes populaires, ils sont beaucoup plus représentées qu'ailleurs, qu'il s'agisse d'ouvriers ou de petits employés. Et cela joue sur les revenus, puisque le revenu médian disponible par unité de consommation, il est de 16 000 € par an, contre 24 000 € à Lyon. Et donc, de ce point de vue, la commune elle représente bien la relative ségrégation urbaine
qu'on observe dans l'agglomération lyonnaise, qui fait que les populations aux bas revenus sont plutôt concentrées dans la première couronne Est. Alors, ces quartiers populaires, que l'on dit aussi en difficulté, sensibles ou prioritaires, tout ça est à utiliser avec des guillemets, ils bénéficient de dispositifs particuliers. C'est ce qu'on a appelé en France la politique de la ville. C'est notamment le cas à Vaux-en-Velin, mais malgré ces dispositifs, il y a beaucoup de travaux qui montrent que ces territoires, qui justement sont réputés prioritaires, ils ne le sont pas forcément dans l'action publique si on se prête à des calculs en comptabilisant l'ensemble des ressources publiques qui sont investies sur les différents territoires. Nombreux sont effectivement les travaux qui montrent que ces dispositifs ne compensent pas des mécanismes beaucoup plus structurels qui font qu'il y a des formes de discrimination dans la répartition des richesses et des ressources publiques. C'est ce qu'on va montrer en s'intéressant par exemple à l'ensemble des ressources qu'on met dans l'éducation, dans le logement. Et justement, à cet égard, les sommes colossales qui sont engagées dans les politiques de transport permettent de nourrir ce questionnement sur la répartition des ressources. Les traductions spatiales et temporelles des politiques de transport, que l'on peut voir à travers leur évolution, leur implantation, elles hiérarchisent des espaces urbains, et derrière les espaces urbains, elles hiérarchisent des publics et donc des groupes sociaux. Alors j'ai parlé de sommes colossales, juste pour donner un ordre de grandeur. Retenez que le Citral, qui est donc la structure qui organise les transports dans l'agglomération lyonnaise, depuis 2015, le Citral, c'est la 4e institution publique, c'est le 4e budget public, toute institution locale confondue dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en termes d'importance. 1,4 milliard de budget par an, c'est considérable. Or, c'est une institution qui demeure très loin du citoyen, qui a échappé depuis 60 ans à différentes réformes institutionnelles, qui faisaient plutôt à l'intégrer à des espaces intercommunaux, des institutions intercommunales. Et justement, l'agglomération lyonnaise, elle a souvent été érigée en modèle en termes d'intercommunalité. C'est ce qui explique très largement le statut particulier de la métropole de Lyon, qui a avalé, entre guillemets, le département du Rhône, et c'est un cas unique en France. Or, malgré l'intégration de la banlieue populaire à cet espace de gouvernement, la ségrégation socio-spatiale a progressé dans l'agglomération, et ce paradoxe, il se matérialise particulièrement à Vaux-en-Velin, et particulièrement en matière de transport en commun. Dans cette commune de première couronne, la connexion au réseau de métro et de tramway, elle s'est opérée donc à la fin des années 2000, mais elle s'est réalisée à plusieurs kilomètres de distance des principaux quartiers d'habitat social, qui sont, comme je l'ai dit, parmi les plus denses et les plus peuplés de l'agglomération. Il y a 5 décennies qui séparent cette desserte de l'implantation de la ZUP, de la zone urbanisée en priorité, qui a permis la construction de ces quartiers dans les années 60. Et il y a 5 décennies qui séparent aussi cette desserte de l'intégration de la commune à cette intercommunalité, à sa communauté urbaine et à son syndicat des transports. Donc aujourd'hui, les quartiers prioritaires de Vaux-en-Velin, ils correspondent surtout aux grands quartiers d'habitat social du nord de la commune. Ils ne sont toujours pas desservis ni par le tramway ni par le métro. Alors même que de tels projets existent depuis les années 60. Donc moi, je vais revenir ici sur une période de 60 ans, pendant laquelle on a différents projets qui existent, qui sont portés, mais qui jamais ne sont réalisés, ou en tout cas sont reportés dans le temps. Alors, la première raison qui permet de comprendre l'abandon des premiers projets de dessert des grands ensembles, elle tient d'abord à la façon dont les élus les plus influents, notamment le maire de Lyon et le maire de Villeurbanne, vont réussir à préserver leurs intérêts dans le cadre des réformes territoriales et notamment dans le cadre des changements qui interviennent autour de la création de la communauté urbaine. Donc à la fin des années 60. La répartition sociale de la population, dont on a vu un petit peu dans l'inscription territoriale dans cette carte-là, elle est liée évidemment à des dynamiques historiques importantes, mais elle est notamment liée à la localisation des grands ensembles dans l'agglomération, qui s'est surtout fait à l'est de Lyon. Et les ZUP de Vaux-en-Velin
et de Vénissieux, à cet égard, hein, sont les plus grands programmes de construction de logements que l'agglomération ait jamais connus. Ils approchent tous deux des programmes de 10 000 logements à peu près. Et contrairement, la première idée reçue que j'aimerais battre en brèche, c'est que ces ZUP sont loin d'incarner non seulement la toute-puissance de l'État face aux territoires et aux pouvoirs locaux, ou encore le délaissement des classes populaires. Au départ, hein, l'opération de Vaux-en-Velin, comme beaucoup d'autres, c'est une opération qui est qualifiée de relativement exemplaire, et qui est notamment relativement exemplaire au vu des différents équipements qui lui sont associés hein, dans son programme de réalisation. Donc il faut noter que c'est un projet partenarial, hein, d'abord, qui réunit non seulement les volontés de l'État gaulliste aménageur, mais aussi les volontés de la municipalité communiste de Vaux-en-Velin, puisque en fait, dès les années, depuis l'après-guerre, grosso modo, on sait que l'agglomération est appelée à grossir de plus en plus, qu'il y a une forte pénurie de logements, et dans ce contexte-là, hein, le conseil municipal de Vaux-en-Velin il sera volontaire pour accueillir cette ZUP dès le début des années 60. Il faut bien comprendre que le dispositif ZUP, à cette époque, c'est en fait un dispositif qui permet d'assurer un certain nombre de garanties, et notamment de garanties d'investissement public sur un certain nombre d'équipements. Il y a toute une série d'innovations qui ont eu lieu depuis l'après-guerre hein, pour améliorer la construction des grands ensembles et pour leur associer des équipements pour respecter des normes d'équipement qui sont définies. On dit qu'à partir de tant de logements, on va mettre tant de kilomètres de route, tant de bureaux de poste, tant d'écoles, etc. Et puis ces dispositifs permettent aussi d'acheter des terrains pour construire des logements beaucoup moins loin des villes existantes, avec derrière pour enjeu hein, de pouvoir justement connecter ces grands ensembles aux équipements préexistants. Et donc les enjeux de connexion sont particulièrement forts. En gros, du coup, hein, les ZUP sont associés à la modernité, et c'est particulièrement le cas de celle de Vaux-en-Velin. Je reviendrai sur les images que je n'ai pas commentées, mais je vous mets juste cette citation hein, qui est issue d'un film de promotion de l'opération diffusé par la société d'équipement de la région lyonnaise, qui est l'aménageur de la ZUP, la CERL. Donc je lis avec vous. Triomphe du béton, triomphe de l'homme. Dans cette cité nouvelle de Vaux-en-Velin, les hommes imposeront leurs mesures. Et d'abord celle de leurs pas. Une immense rue piétonnière traversera la ville de part en part. Cette rue desservira le CES, le collège, toutes les écoles, et plus tard le lycée. En 6 ans, 8000 logements devront avoir été construits. C'est la première phase de construction de la ZUP. En 6 années, de 35 à 40 000 personnes devront y avoir trouvé leur cadre de vie. Ces 40 000 personnes disposeront de liaisons rapides, non seulement à l'intérieur de la ville, on prévoit déjà les stations de métro à la porte de chaque centre commercial, mais également avec la métropole voisine, qui n'est distante que de 5 km. Voilà un petit peu le ton donné autour de cette opération. Alors pour la municipalité, cette opération, elle rejoint donc un projet politique qui est celui de construire des villes populaires aux mains du premier parti d'opposition en France, qui est le Parti communiste. Effectivement, les classes populaires, à ce moment-là, hein, sont les groupes sociaux au sein desquels le PCF recrute le plus de sympathisants et d'adhérents. Et d'ailleurs, en 1974, la fédération départementale du PC déménage pour s'implanter sur le plateau des Minguettes, en plein milieu de la ZUP de Vénissieux. Les moyens publics qui sont associés aux ZUP, ils permettent de proposer des équipements qui vont justement permettre au pouvoir municipal communiste d'affirmer une certaine capacité à répondre aux besoins quotidiens des habitants en leur fournissant des logements, en leur fournissant des dispensaires, un certain nombre de loisirs également, bref, en intervenant un petit peu dans tous les pans de la vie quotidienne des individus. Et cela marche relativement, hein, puisque après la première tranche de construction des logements à Vaux-en-Velin, par exemple, aux élections municipales de 1977, le maire communiste est élu avec plus de 70% des suffrages exprimés, donc c'est plutôt quelque chose qui, d'un point de vue électoral, en tout cas, fonctionne. Alors, si la ZUP est perçue comme un programme de modernisation, c'est aussi que la municipalité peut compter sur un ensemble de ressources qui sont à sa disposition pour négocier justement avec l'État hein, le programme. Il faut bien se représenter ce qu'est le Parti communiste à l'époque. C'est le parti qui compte le plus d'adhérents en France,
de loin, et en particulier dans le département. Il y a presque 500 cellules qui rassemblent entre 7 et 8 000 adhérents qui sont recensés par les services du renseignement. Ce sont les services du renseignement qui les renseignent parce que c'est là que moi je trouve les données. Le parti communiste inquiète, on l'espionne, entre guillemets, hein, on renseigne son nombre d'adhérents. Et en partie, on l'écoute dans de tels projets. Surtout, deuxième type de ressources, le PCF dispose aussi de relais avec des membres qui sont hauts fonctionnaires, qui sont dans les ministères, notamment au sein du ministère de l'Équipement. Mais aussi, il y a aussi beaucoup d'architectes, d'urbanistes qui sont relativement proches du PCF. Et la mairie va parvenir, la mairie qui à l'époque n'a très peu de ressources propres en termes d'administration, notamment sur l'urbain, elle va parvenir à choisir l'équipe d'architectes en chef et d'urbanistes qui vont être mandatés ensuite par l'État pour piloter l'opération et pour définir en partie son programme d'équipement. Donc, dans ce programme, la place donnée au transport, elle est très importante. Et contrairement aussi à une autre idée reçue sur les UP, on voit un petit peu tout ça à une époque où une certaine priorité aurait été donnée à la voiture, qui de fait, du coup, a eu des réalisations infinie et relativement vraies, mais pendant la conception de la ZUP, au début des années 60, il n'y a pas plus de 3 ménages sur 10 qui possèdent la voiture, et donc on ne construit pas une opération de 10 000 logements sans penser les transports en commun. Et toute l'architecture urbaine de la ZUP de Vaux-en-Velin est tournée autour de cet axe de transport est-ouest, qui est une rue piétonnière sur laquelle devrait passer un métro. Donc, notamment, on le voit peut-être pas bien, donc là c'est une photographie au début de l'opération, sur la presqu'île de Vaux-en-Velin. Et là, c'est un plan de masse et vous avez des tirets ici. On ne voit pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué réservation métro, donc c'est le métro qui est censé passer, on prévoit de faire passer là en tout cas. Mais en matière de transport, ce ne sont pas les aménageurs de la ZUP qui ont la compétence, puisque depuis la création de la communauté urbaine en 1969, Vaux-en-Velin a été intégré à l'intercommunalité. Et en matière de transport, Vaux-en-Velin relève de la politique du syndicat des transports en commun de la région lyonnaise, le STCRL, qui est en gros l'ancêtre du Citral que l'on a aujourd'hui. Alors, ce syndicat, son existence, elle ne va pas du tout de soi. Plus exactement, il ne va pas du tout de soi que ce syndicat ait survécu à la création de la communauté urbaine. Normalement, c'est la communauté urbaine qui est compétente légalement en matière de transport en commun. Et plutôt que d'être intégré à la communauté urbaine, comme on le fait avec d'autres syndicats de gestion des eaux, des déchets, etc., la communauté urbaine va lui confier sa politique des transports en permettant son élargissement pour que le syndicat des transports épouse les contours de cette nouvelle institution. Par contre, en termes de représentation politique des territoires intégrés, il y a peu de choses qui se passent. Là où la communauté urbaine, c'est une assemblée de 90 élus, dans laquelle il y a le maire de Vaux-en-Velin et un de ses adjoints. Le syndicat des transports, c'est un petit groupe d'élus, de 8 élus, 4 représentants de la communauté urbaine, 4 représentants du conseil général qui se réunissent autour du préfet. Il n'y a pas d'administration véritablement dédiée à ce syndicat à cette époque. Et pourtant, l'institution survit. Si le syndicat survit à la création de la communauté urbaine, c'est notamment parce que c'est un domaine clé que l'on va bientôt doter d'un budget propre, important, puisque ce qui joue à cette époque, c'est la réalisation des premières lignes de métro à Lyon également. Donc, qu'est-ce que permet ce syndicat des transports? Notamment, c'est de conserver ce petit espace de discussion sur l'orientation des investissements entre un petit nombre d'élus. Le syndicat, il maintient surtout les clés de l'entreprise métro et en particulier les négociations avec l'État aux mains principalement des maires des deux villes-centres, que sont Louis Pradel à Lyon et Étienne Gagnère à Villeurbanne. C'est une négociation qui a commencé avant la communauté urbaine et donc ces deux élus se sont particulièrement engagés là-dessus avant la création de la communauté urbaine. Et l'un des points de tension forts entre l'État d'un côté, en tout cas certains segments de l'État, notamment au ministère des Transports, mais pas que, je ne reviens pas dans les détails, l'un des points de tension donc, entre l'État et le syndicat des transports,
qu'il s'agisse de ses élus ou de son bureau d'études qui a été créé pour la construction du métro lyonnais. Donc il s'agit de la CEMALI, la société d'études pour le métropolitain de l'agglomération lyonnaise. Je crois que c'est ça. Bon, enfin, la CEMALI, c'est une société d'études pour le métropolitain de l'agglomération lyonnaise. Donc le principal point de tension, c'est la technologie qui va être employée et le choix des lignes. En gros, pour faire schématiquement, vous avez les élus lyonnais qui veulent un métro de luxe, je mets entre guillemets, je reprends l'expression du directeur de la CEMALI, qui lui-même fait la promotion de ce métro. C'est un métro sur pneus, qui sera donc moins bruyant que ce qu'on fait à Paris par exemple, et un métro à grand gabarit, un métro plus confortable. Et puis à l'inverse, l'État préfère les modèles de la RATP qui sont des métros plus légers, mais qui peuvent aller plus loin et qui notamment, l'idée c'est de desservir plus rapidement les zones de peuplement de la périphérie. Alors du coup, au sein du syndicat, tous les projets qui risquent d'éparpiller les subventions de l'État que l'on souhaite voir venir pour financer le métro à Lyon et le métro qu'on veut mettre en œuvre, ce métro entre guillemets de luxe, tous les projets qui risquent d'éparpiller les subventions, ils sont refusés par les élus du syndicat. L'État propose notamment de subventionner entièrement une ligne expérimentale pour desservir la ZUP de Vaux-en-Velin avec une technologie expérimentale. Ce sera refusé. Je n'ai pas le temps de revenir sur cet exemple, mais je pourrais, si vous avez des questions. Et puis surtout, une fois que les premières lignes de métro sont actées, ce sont les structures d'expertise du syndicat des transports, donc le bureau d'études que je viens de mentionner, la CEMALI, mais aussi par exemple la société qui exploite le réseau, la société TCL à l'époque, qui vont produire des rapports favorables à la desserte des ZUP avec des infrastructures. Donc notamment, vous avez la CEMALI qui en 1972 propose 2 lignes complémentaires aux premières lignes de métro avec une technologie intermédiaire qu'on appelle le pré-métro. Grosso modo, le pré-métro, c'est une sorte de tramway qui peut être aérien, qui peut être souterrain, qui peut être au niveau du sol et qui surtout est appelé à devenir ensuite un métro. Et donc ces 2 lignes, il y a 4 lignes complémentaires qui sont proposées, mais il y en a surtout 2 qui sont désignées comme réalisation indispensable pour 1985. Donc ce sont les 2 lignes qui desservent les ZUP de Vaux-en-Velin et de Vénissieux. Sur cette carte, vous n'avez pas les premières lignes de métro qui sont représentées, je vais vous les montrer. La ligne A, grosso modo, elle est ici. Et il y a une petite portion de la ligne B qui rejoint les 2 portions ici. Et donc les 2 lignes de premier métro, c'est ZUP de Vaux-en-Velin et ZUP de Vénissieux qu'on ne voit pas sur la carte. Et alors donc, si vous suivez l'actualité du Citral, cette ligne au nord reprend à peu près le tracé de la ligne T9 qui est prévue pour 2026. C'était prévu pour 1985. Il y a aussi un rapport de la société TCL qui conclut à la rentabilité du projet et qui notamment conclut non seulement à sa rentabilité économique, mais aussi au caractère indispensable du projet si on veut éviter l'enclavement qu'on recense dans les ZUP, dans d'autres ZUP en France. Donc, ces projets ils existent, mais en fait, ils ne plaisent pas particulièrement aux élus du syndicat et notamment au maire de Villeurbanne qui, à ce moment-là, ne veut pas, non seulement d'un deuxième chantier important, puisque bon, le chantier des lignes A va quand même avoir aussi un certain nombre d'impacts en termes de temps, mais surtout, il ne veut pas du métro, il y a peu d'élus qui en veulent il ne veut pas du tramway, pardon. Peu d'élus qui en veulent à cette époque-là, et la priorité est donnée aussi à la voiture en surface. Il y a d'autres priorités d'investissement pour les élus qui siègent au sein du syndicat. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ces documents que je viens de vous présenter, ils ne sont jamais diffusés à l'ensemble des élus de la communauté urbaine. Des élus comme le maire de Vaux-en-Velin à l'époque n'a pas toutes ces informations-là également. Donc, ce qui joue contre la desserte de la ZUP à ce moment-là, c'est la marginalisation des élus d'opposition et des élus de banlieue, marginalisation vis-à-vis des espaces de décision. Ce qu'il faut retenir aussi, je n'ai pas eu beaucoup de temps de revenir là-dessus, mais c'est qu'à ce moment-là, pour les élus de Vaux-en-Velin, desservir la banlieue, c'est un problème de distribution des ressources publiques pour le plus grand nombre et pour les populations qui en auraient le plus besoin.
desservir la banlieue, ça signifie d'abord mettre les moyens là où sont concentrés les grands ensembles d'habitat social. Donc voilà pour le premier temps. Sur lequel je voulais revenir. Alors ensuite, la question de la desserte de la banlieue, elle ressurgit au milieu de la décennie suivante, au milieu des années 80, et moi je la trouve notamment dans un document d'urbanisme et d'aménagement qui s'appelle le plan de déplacement urbain, le PDU. C'est une innovation de 1982 d'une loi qui s'appelle la loi d'orientation pour les transports intérieurs, qui est un peu importante en matière de transport, et qui a été promue par Charles Fitterman, ministre des Transports communiste du gouvernement de Mauroy. Donc, grosso modo, le PDU vise à rapprocher les secteurs du transport des secteurs de l'urbanisme. L'enjeu, c'est de mieux prendre en compte les tendances de l'urbanisation et les besoins en matière de déplacement, en gros en matière de mobilité, les espaces qui génèrent, les équipements qui vont le plus générer par exemple des déplacements. Et c'est donc dans la première démarche, qui ne va pas aboutir, mais qui est la première démarche d'élaboration d'un PDU de l'agglomération lyonnaise, qu'on parle à nouveau de construire des infrastructures de transport dans les banlieues populaires, notamment à Vanvelin et Vénissieux, puisque ces institutions, elles constituent, je cite le document en question, un facteur important pour leur réhabilitation en attirant notamment de nouveaux habitants et emplois. Et cela traduit deux choses sur lesquelles je vais insister. D'abord, une nouvelle attention portée au territoire et aux communes périphériques, qui repose donc sur l'inclusion de ces territoires dans les projets de l'action publique portés par les institutions métropolitaines, mais aussi sur les termes du consensus sur lequel se fait cette inclusion, soit pour les banlieues populaires, un consensus autour du problème de peuplement. Alors, par problème de peuplement, j'entends moi un problème qui serait lié à la répartition spatiale des groupes sociaux en fonction de leurs caractéristiques, et notamment en fonction de leurs caractéristiques sociales, mais aussi ethniques ou ethno-raciales. C'est une redéfinition qu'on trouve dans la façon dont est reformulée la question sociale au cœur de la politique des quartiers en France, plus largement, qui, je vous rappelle, vous avez une deuxième citation, qui est une politique qui sera systématisée surtout à partir des années 2000, politique de construction, de démolition-reconstruction dans les banlieues, et qui est basée sur le fait que la mixité sociale et ethnique serait un objectif de la rénovation urbaine. Alors, à la fin des années 70, la configuration politique intercommunale, elle a évolué. Villeurbanne est passé dans l'opposition. Vous avez le Parti socialiste qui a gagné de nombreuses communes, le Parti communiste qui a renforcé grosso modo ses positions. La ville de Lyon, démographiquement, pèse plus le même poids face à la périphérie. Les élus lyonnais sont désormais non plus la majorité plutôt au sein de la communauté urbaine. Et grosso modo, l'exécutif intercommunal, qui reste à droite, il a quand même un certain impératif d'association plus important. Et les élus d'opposition, ils ne sont pas tout de suite associés à l'exécutif intercommunal, mais on va les associer plus directement, en revanche, au sein de diverses structures qui gravitent autour de cette communauté urbaine, qui sont par exemple le syndicat des transports, mais qui sont aussi l'agence d'urbanisme, qui est créée à la fin des années 70. L'agence d'urbanisme, elle est notamment censée incarner une certaine rupture par rapport aux politiques publiques et aux politiques urbanistes qui étaient menées avant, notamment en renouvelant l'expertise mobilisée dans les études préalables aux grands aménagements, aux opérations d'urbanisme. On la retrouve notamment sur deux politiques publiques qui nous intéressent particulièrement, sur les politiques de transport, dans une optique justement de rapprocher l'urbanisme et les transports, et donc dans le diagnostic que j'ai cité à l'instant. Et puis l'agence, elle travaille aussi en particulier à la mise en œuvre de nouveaux dispositifs promus par l'État en direction des quartiers populaires. Qu'il s'agisse à la fois des quartiers anciens, mais aussi du devenir des grands ensembles, puisqu'au même moment, l'État se retire, lui, de ses engagements, d'une partie de ses engagements, en tout cas, dans les UP. Et dans les deux cas, l'agence d'urbanisme va faire la promotion de nouveaux savoirs appliqués à l'action ou au diagnostic, et qui seront notamment portés par ces urbanistes, mais aussi par les sociologues, les économistes qui sont recrutés au sein de l'agence d'urbanisme. Alors, par exemple,
par exemple, c'est en partie à l'agence d'urbanisme que l'on doit la station de métro Guillotière de la ligne D. Dès le lendemain de sa création, l'agence d'urbanisme va tenir une sorte de controverse avec le bureau d'études du syndicat dont je parlais tout à l'heure, la CEMALI, avec notamment ses ingénieurs, qui eux ne prévoient pas initialement ne prévoient pas de station de métro à la Guillotière. Il y a une station à Saxe-Gambetta, parce que c'est l'intersection avec la ligne B, donc il faut une correspondance. Et Guillotière, c'est trop proche. Et en plus de ça, la ligne D, c'est la première qui va passer sous le Rhône, donc il faut aller profondément. Donc faire une station, ça coûte à cet endroit-là, si proche du Rhône, ça coûte cher parce qu'il faut descendre en profondeur. Donc il y a plein d'arguments contre, évidemment. Et l'agence d'urbanisme, pour elle, ça n'a pas de sens de ne pas faire de station à la Guillotière, puisque c'est vraiment là le lieu de centralité, le lieu de vie, où il y a le plus de commerce, c'est un quartier de brassage de population, et notamment de populations issues de différentes vagues d'immigration qui a connu l'agglomération. Mais dans le rapport que l'agence va produire, à destination principalement des élus, pour convaincre de l'utilité de cette station, l'argumentaire à destination des élus, lui, il est loin de vendre une station pour les populations, et notamment les populations immigrées qui vivent et fréquentent le quartier. On prévoit notamment 3 scénarios d'évolution, dont le dernier est, je vous le cite, la station induit un changement de population par une revalorisation foncière et immobilière. La station devient un élément contribuant à faire disparaître une population à bas revenu d'un quartier qui lui était traditionnellement imparti. Le quartier ne jouerait plus alors le rôle de point de chute des populations étrangères de l'agglomération. Donc, malgré ça, c'est un des scénarios possibles. L'agence évoque avec précaution ces perspectives de peuplement. Elle n'en fait pas un but recherché explicitement, et elle se défend de considérer, par exemple, la Guillotière comme un ghetto. Mais en même temps, elle sait que c'est en ces termes que le quartier est désigné par certains élus. Et pour les convaincre de faire cette station, l'agence fait un état précis de la répartition des immigrés et de leurs pratiques autour de la place. Elle indique le pourcentage d'immigrés à l'îlot près, et sur cette figure que je vous montre ici, non seulement donc, elle indique cette répartition, mais elle reconduit les catégories prédéfinies par la préfecture et surtout les seuils qui sont historiquement associés à un équilibre de peuplement qui a été recherché dans les politiques coloniales. Donc, vous ne voyez pas les seuils affichés sur ces différentes couleurs, mais en gros, vous avez en blanc moins de 11% d'immigrés, de 11 à 15% en gris, et puis en noir, plus de 15% d'immigrés. Alors, la règle des 15%, pourquoi 15%? On pourrait s'interroger là-dessus. J'en vois surtout aux travaux de l'historienne Fatia Benmessous, qui fait un petit peu une histoire de ces 15%, qui est issue des pratiques administratives coloniales, utilisées notamment dans le logement des travailleurs algériens par le ministère de l'Intérieur pour les surveiller dans un contexte de guerre d'Algérie. Et ce montant se normalise surtout à travers l'élaboration du 7e plan, notamment avec le travail du préfet du Rhône. Alors là, on est dans un quartier de centre-ville, et l'objectif de peuplement, comme je disais, n'est pas complètement non plus assumé, c'est un des scénarios possibles, mais c'est pas tout à fait politiquement acceptable, notamment parce qu'au même moment, justement, on commence à dénoncer fortement la concentration des immigrés, plutôt dans les grands ensembles en banlieue. Et donc, les vider encore en centre-ville, c'est y compris pas tout à fait tenable pour les élus du centre-ville face à leurs homologues de banlieue. Et par contre, dans le diagnostic du PDU que je citais tout à l'heure, c'est beaucoup plus clair. Pour la banlieue, il faut répartir non pas tant les ressources, mais d'abord la population. Et les préoccupations pour le peuplement, on les voit beaucoup plus fortement dans les grands ensembles, notamment à Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, c'est une opération assez tardive de construction des grands ensembles. Et dès les premières livraisons de bâtiments, on fait des études de peuplement. Tous les 3 mois, on recense le nombre d'étrangers, surtout le nombre de ménages où le père est étranger, avec une sous-catégorie pour les Maghrébins. Et puis, on compte le nombre d'enfants, on fait des projections dans le temps, en disant, par exemple, que dans 10 ans, dans les écoles, les enfants européens seront en minorité, par exemple. On le voit aussi dans les premiers dispositifs de réhabilitation des grands ensembles, dont le premier est à Vaux-en-Velin encore, c'est le dispositif Habitat Vie Sociale,
est mise en place en 1976. Et dans le diagnostic qui est fait par les services de l'État sur ce dispositif, eh bien, on s'inquiète surtout du départ des foyers européens. Et alors même qu'à ce moment-là, il y a un renversement dans la politique des logements, vous avez un extrait du dispositif HVS ici, vous avez à ce moment-là une forte politique d'accession à la propriété, qui de fait dans les quartiers populaires vont d'abord toucher effectivement les populations d'origine européenne, puisque ce sont aussi les mieux dotés en ressources. Et aussi, il faut rappeler que jusqu'alors, les populations immigrées étaient notamment issues d'Afrique du Nord, étaient discriminées dans l'accès au logement social. Et à ce moment-là, on leur permet d'accéder au logement social. Mais plutôt que de parler de ce rajustement de la politique du logement, on craint notamment la fuite des Européens du fait de la concentration des étrangers. Alors, je parlais des dispositifs de l'État, mais à Vaux-en-Velin, ce discours, il a aussi une certaine réception municipale, notamment qui intervient à l'arrivée d'un nouveau maire en 1977, puisque la ville a grossi avec la ZUP. La fédération du parti a décidé d'en faire un point de chute pour un membre beaucoup plus proche de la bureaucratie du parti, qui est complètement un étranger au territoire de Vaux-en-Velin. Ce nouveau maire s'appelle Jean Kapiewicz. C'est un cadre du parti en fin de carrière plutôt, et en arrivant, il veut mettre un terme à la construction des logements sociaux dans le cadre du programme de la ZUP qui n'est pas encore finalisé. Et il va pour cela particulièrement reprendre le problème de la concentration des immigrés. C'est une époque où le PCF, notamment ses élus de la région parisienne, portent largement ce problème, et notamment dans un petit livret écrit par l'Association nationale des élus communistes et républicains, qui est créé en 1977, et qui est à destination principalement des élus locaux. Eh bien, le Parti communiste appelle à stopper l'immigration en France à ce moment-là. Il y a aussi Georges Marchais qui prend un certain nombre de positions là-dessus, principalement lié au fait que de fait, les mairies communistes sont plus concernées aussi par l'arrivée, par les populations immigrées. Et donc, le nouveau maire de Vaux-en-Velin, il reprend ces problématiques, il sollicite notamment le préfet. Alors, il n'est pas tout seul du tout dans cette affaire-là, il y a d'autres maires de l'agglomération, pour porter cet enjeu de la répartition des populations. Ce qui se joue au niveau municipal, ce qui se profile, c'est une nouvelle politique de diversification de l'offre de logement. Alors que la ZUP était jusque-là un petit peu la vitrine du communisme municipal, désormais on va plutôt mettre en avant d'autres quartiers, le vieux village par exemple, ou des quartiers de lotissement qu'on veut construire pour maintenir sur place ou attirer les populations, les classes moyennes européennes, grosso modo. Et des dispositifs comme Banlieue 89 à Vaux-en-Velin, c'est essentiellement de la construction de petits pavillonnaires destinés à ces équilibres de peuplement. Donc, l'objectif d'attraction et de maintien des classes populaires européennes, il est peu à peu comme ça au cœur de la rénovation urbaine, qui connaît des financements de plus en plus importants, pas seulement à Vaux-en-Velin, mais partout dans les grands ensembles en France, mais notamment à Vaux-en-Velin, surtout à la suite des émeutes de 90. Je vais évidemment très vite dans l'histoire, mais les coopérations intercommunales avec la banlieue, elles s'incarnent alors principalement autour de lourdes opérations de démolition-reconstruction aux Minguettes, et surtout à Vaux-en-Velin dans un projet au cœur de la ZUP de construction d'un nouveau centre-ville. Alors, on pourrait tout à fait juste, on ne démolit pas tant des immeubles de logement à Vaux-en-Velin, mais plutôt un centre commercial, un centre administratif et commercial en partie, pour construire ce nouveau centre-ville. Et c'est un peu sur cette base-là que le premier PDU de l'agglomération qui est enfin voté par l'Assemblée du Citral et la communauté urbaine et le département du Rhône en 1997, il acte un projet de tramway pour le nord de Vaux-en-Velin, justement pour alimenter ce projet de nouveau centre-ville. Et donc après les tramways T1 et T2 que vous connaissez sûrement, les deux priorités en 1997, c'est la desserte des deux ZUP de l'agglomération qui connaissent des opérations de rénovation urbaine sous l'égide de la politique de la ville. Vous les avez sur cette carte. Vous avez deux tranches prévisionnelles ici, enfin une première tranche de réalisation de tramway avec les deux lignes que je viens de citer, et une deuxième tranche avec les deux ZUP de l'agglomération
deuxième tranche tramway, c'est cet axe avant Velin, et celui-ci à Vénissieux-Minguet. Alors quel est le problème finalement? Parce que vous pourriez me dire, si ces projets finalement ils se font en réponse à un problème de peuplement, ou un problème qui a été reformulé dans le temps, ils bénéficient toutefois encore aux classes populaires, puisque ces classes populaires sont de toute façon dominantes dans ces espaces, très largement, et pourront donc utiliser de telles infrastructures. Et en bout de course, effectivement, ce projet pour Vaux-en-Velin, qui dessert le centre-ville, à la fin, il dessert le quartier de la Carpinière, qui est le premier quartier à avoir bénéficié du dispositif que j'évoquais tout à l'heure, Habitat Vie Sociale en 1976. Sauf que précisément, le projet de tramway pour le nord de Vaux-en-Velin, il ne va pas se réaliser. Et précisément, il ne se réalise pas parce qu'au tournant des années 2000, notamment, un nouveau projet au sud de la ville va concurrencer celui du centre-ville. C'est le projet du Carré de Foix, que peut-être vous connaissez au sud de Vaux-en-Velin. Et donc on prête à ce moment-là au sud du territoire vaudais, notamment la vertu de pouvoir être plus attractif pour les activités et les populations, notamment parce que cette portion du territoire est moins marquée par les grands ensembles. Et donc c'est ma dernière partie. Sur cette carte-là, vous avez un petit peu schématiquement l'évolution des projets que j'ai évoqués jusqu'à l'arrivée effective d'un métro ou d'un tramway à Vaux-en-Velin. Alors il y a encore beaucoup de quartiers d'habitat social, comme je le disais, à Vaux-en-Velin. Et quand on regarde cette carte, on se dit que c'est quand même assez extraordinaire que le tramway et le métro soient arrivés en banlieue en ayant la capacité d'éviter tous ces quartiers sur la commune. La réorientation des priorités du PDU que j'évoquais en 1997, elle est d'abord liée à l'alternance politique de 2001, à l'arrivée de la gauche au pouvoir, au sein de la communauté européenne, au niveau du syndicat des transports également. Le Parti socialiste et ses principaux représentants, ils veulent évidemment imprimer leur mandat de leur marque et ne se sentent pas forcément engagés par tous les engagements d'un plan d'urbanisme qui a été voté quelques années avant. Sauf que ces réorientations, elles se font très largement dans des espaces qui sont confinés, qui ne sont pas du tout ouverts à la discussion, on va dire, plus démocratique, en tout cas qui sortent de certains lieux de décision. Même si, cette fois-ci, le maire de Vaux-en-Velin est associé à ces discussions. On peut dire que le PDU de 1997, il proposait une interrogation relativement collective sur les priorités du réseau, dans une démarche de concertation qui, certes, a aussi évidemment ses limites, il y a toujours des limites dans les dispositifs de concertation, mais qui reposait sur 33 réunions publiques, une exposition et une consultation auprès de la population, qui avait réuni pour l'ensemble de ces événements 40 000 personnes, c'est quand même assez important, et il n'y aura pas d'autres consultations aussi importantes sur le devenir des principaux postes budgétaires d'investissement du Citral. Les réorientations du PDU, elles ne sont pas affichées véritablement dans la campagne municipale de 2001, en tout cas en ce qui concerne les quartiers populaires, et leurs modalités, elles ne sont pas rendues publiques en fait. Alors, le nouveau président du Citral, à partir de 2001, qui est un élu socialiste, Bernard Ribalta, il va mettre en avant très rapidement un nouveau projet de tramway, notamment qui propose la conversion en tramway d'une ancienne ligne de chemin de fer à l'est de Lyon, qui est utilisée encore ponctuellement pour le trafic de marchandises. C'est un projet qu'il porte depuis longtemps, et sa réalisation, elle a aussi l'avantage de concerner plusieurs communes. Et comme la majorité socialiste en 2001, elle est relativement fragile, avoir un projet qui concerne plusieurs communes, c'est un projet qui peut conforter une majorité politique de manière beaucoup plus franche. Encore faut-il que le projet il satisfasse toujours le maire de Vaux-en-Velin, ou en tout cas ses élus qui, eux aussi, siègent à la communauté urbaine. Et ce sera le cas, le maire de Vaux-en-Velin va soutenir cette réorientation du projet. En fait, la transformation de cette ligne, elle est aussi étudiée dans le cadre d'un petit comité de pilotage qui a été mis en place à l'issue du PDU de 97. Et c'est dans ce petit comité de pilotage où siège déjà le maire de Vaux-en-Velin
Le maire de Vanvelin à l'époque, c'est Maurice Charrier, hein, c'est plus celui dont je parlais tout à l'heure. Mais il y siège en tant que conseiller général, pas en tant que maire, même si bon, il a toujours toutes ces étiquettes quand il siège quelque part, comme tous les élus. Et donc pour lui, cet espace de discussion sur le projet de tramway, c'est surtout l'occasion de prendre la mesure des intérêts qui seront formulés à son égard. Vous avez notamment, par exemple, la Chambre de commerce et d'industrie qui lui envoie un courrier personnalisé en lui disant que c'est important pour le territoire vaudais, que ça permet aussi de soutenir le projet à terme de desserte de l'aéroport de Lyon. Et puis vous avez une autre association qui lui envoie un courrier qui est Lyon Métro. Et ce courrier est intéressant parce que l'association Lyon Métro, elle lui demande explicitement de soutenir ce projet en abandonnant le projet du nord de la commune. Je vous lis l'extrait. Monsieur le maire, l'opportunité se présente de faire un grand et beau truc, porte Est, avec le chemin de fer d'Est-Lyonnais, qui semble bien parti. On pourrait faire un truc qui rehausse un peu Vanvelin, une vraie porte d'entrée sur l'agglomération, donc prolongement en surface du métro A. Pour le tram, il faut que ce soit le modèle Lyon 2,40 m qui permettrait d'aller à Charpennes, Centre-Villeurbanne ou Perrache, presqu'île lyonnaise. Quant au tram dans la ZUP, c'est une vaste couillonnerie. Les ZUP de Vanvelin, Duchère, Minguette sont très bien desservis par le réseau de surface, rabattus sur des lignes de métro. Il faut mener le bon combat, c'est-à-dire chemin de fer d'Est-Lyonnais, métro A. Alors effectivement, si Lyon Métro parle de concurrence entre les deux projets, c'est qu'il est relativement improbable que tous les projets se réalisent en même temps sur Vanvelin. Et si le maire accepte de soutenir ce nouveau projet, c'est surtout parce qu'il sert le démarrage d'un nouveau projet urbain qu'il est un petit peu au départ tout seul à porter, le maire de Vanvelin. C'est le projet du carré de soie. Ce projet, pour dire rapidement, il naît alors que le maire de Vanvelin il a accédé à l'exécutif de la communauté urbaine en 1995, soit 10 ans après avoir été élu maire de Vanvelin, en prenant la place de Jean Capépic, dont je parlais tout à l'heure. Maurice Charrier, il accède donc à la tête il devient vice-président à l'urbanisme commercial, alors qu'on est dans un contexte de division des droites lyonnaises, où Raymond Barre, qui est donc le maire de Lyon, président de l'agglomération, de la communauté urbaine, va ouvrir son exécutif à la gauche, notamment au Parti socialiste, mais aussi à Maurice Charrier, qui quitte à peu près au même moment le Parti communiste. Et Maurice Charrier devient donc vice-président à l'urbanisme commercial. Et avec cette position à l'urbanisme commercial, il est au premier rang des relations entre l'institution communautaire et un certain nombre d'acteurs privés du développement urbain, donc qui veulent investir sur l'agglomération. Et c'est en premier lieu avec ces derniers, avec ces acteurs privés, qu'il va faire naître le projet du carré de soie pour ensuite l'imposer quelque part à la communauté urbaine. Loin de la ZUP, ce territoire du sud de la commune, plus que le centre-ville, du coup, il permet de renouveler l'image. L'idée, c'est de renouveler l'image de la ville et d'attirer, évidemment, des nouvelles populations et activités. Et l'arrivée du tramway et d'un métro au cœur de ce territoire, il permettrait justement de conforter ce projet comme étant l'un des principaux sites de développement de l'agglomération. Et c'est très largement ce qui va se passer. D'un point de vue politique, ce projet de carré de soie, c'est une vraie réussite pour le maire de Vanvelin à ce moment-là, puisque c'est devenu l'un des premiers sites tertiaires de l'agglomération. On y a construit un nouveau centre commercial avec des logements mixtes capables d'attirer justement des classes moyennes, en qualité d'écoquartier. C'est presque un petit peu Confluence, un peu plus cheap, mais c'est presque ça quand même. Et juste pour finir sur ce projet du carré de soie, et donc la réorientation des projets de transport qui lui sont associés, finalement, tout ça incarne les deux processus qui se chevauchent dans la carrière politique de ce maire, Maurice Charrier. D'abord, celui-ci il est contemporain de la perte d'ancrage du Parti communiste dans les quartiers populaires, et ça permet de comprendre en fait ces décisions. Le mouvement social, les revendications qui ont lieu dans les quartiers ont complètement échappé peu à peu à cette formation politique, comme à l'ensemble des formations politiques en banlieue. Il ne s'agit pas juste
de parler du Parti communiste, même si c'est le cas de l'exemple que je développe. Et notamment, à Vaux-en-Velin, on est témoin dans les années 90, hein, avec les émeutes, desquelles il va y avoir des mouvements politiques qui vont ressortir sans être vraiment, sans trouver une réception, notamment dans les organisations partisanes préexistantes. Et du coup, objectivement, le parti, finalement, c'est quelque chose qui lui apporte de moins en moins de choses à ce maire, alors que par ailleurs, à chaque fois qu'il renouvelle son mandat, il peut davantage capitaliser sur ses propres ressources individuelles, personnalisées, et moins sur l'encadrement du Parti communiste. Donc notamment, la deuxième chose, hein, c'est qu'en parallèle, Maurice Charrier, il parvient à s'autonomiser du Parti communiste à mesure qu'il trouve d'autres ressources pour gouverner, des ressources qui sont d'abord liées à ses mandats qu'il cumule de plus en plus, hein, donc maire de Vaux-en-Velin, donc il dispose de l'administration, hein, qui est aussi de plus en plus importante, et qui aussi, j'ai pas le temps de revenir là-dessus, mais qui aussi provient de moins en moins de la commune, notamment à l'égard des postes clés. Hein. Il est aussi conseiller général, il est aussi vice-président de la communauté urbaine, et puis il est intégré dans de multiples réseaux, notamment réseau de la politique de la ville, mais aussi des réseaux d'investisseurs privés, de sociétés foncières immobilières, notamment, je pense par exemple à la fondation de Martine Aubry, Fondation Agir contre l'exclusion, hein, par exemple, qui lui permet aussi d'avoir des contacts dans le monde privé. Et ces ressources sont des ressources, évidemment, mais elles portent aussi des nouvelles manières, hein, de percevoir les enjeux du territoire. Donc, pour conclure, la préférence accordée à ce nouveau projet, elle s'appuie non seulement sur des reformulations beaucoup plus anciennes et processuelles sur les objectifs, sur les problèmes de la desserte de la commune identifiés, que j'ai identifié notamment à partir des années 80, mais aussi sur l'inscription des moyens d'action du maire de la commune, hein, dans des ressources qui sont valorisées au sein des gouvernements intercommunaux. Et c'est bien au gré d'un renouvellement de ces ressources et de ces pratiques politiques du maire, hein, que les objectifs de l'action publique municipale se sont trouvés redéfinis en délaissant en partie, hein, les intérêts de certains groupes, en l'occurrence des classes populaires de la commune en matière de transport. Donc le cas du tramway à Vaux-en-Velin, il incarne bien la façon dont l'offre politique, qu'il s'agisse non seulement de l'offre électorale, mais là en l'occurrence, hein, de l'offre de politique publique, se détourne des classes populaires. Lorsque la commune de Vaux-en-Velin est perdue par le Parti communiste et par la coalition Parti de gauche, Parti communiste en 2014, il n'y a personne, hein, qui prend véritablement la place en termes de représentation politique, puisque la maire PS qui est élue, elle rassemble au premier tour des municipales de 2014 moins de 10% des inscrits, donc dans une commune où il y a 25% d'étrangers, donc qui n'ont pas le droit de vote, hein, donc moins de 10% des inscrits au premier tour d'une commune où il y a 25% des étrangers. C'est un gouffre en fait démocratique incroyable, et l'usage des ressources publiques, il donne sans doute quelques clés d'explication aussi à cette abstention politique. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie pour votre attention. Bien, merci Antoine. Est-ce qu'il y a des questions, effectivement? Moi, j'ai eu. C'est une remarque. On le voyait bien sur votre dernier plan. Une chose que vous avez oubliée à Vaux-en-Velin, c'est le canal de Jonage. Et la soie et tout, c'est de l'autre côté du canal. Alors je pense que c'est déjà pour ça que la ligne or n'a jamais eu son terminus à Vaux-en-Velin, ville, enfin hôtel de ville actuel. Et puis tous vos projets. Alors là maintenant le P9, bon, on verra, peut-être qu'il va traverser, mais ça va être une ligne en biais. Bon. Je sais pas si est-ce qu'on prend plusieurs questions ou je Merci. Je vous laisse le temps que tu viens de noter. Moi, j'ai trouvé bien intéressant, même si c'était un peu dense quand même, hein, en peu de temps, on a eu beaucoup de choses.
Mais bien qu'on ait eu beaucoup de choses, il me semble qu'il a manqué une chose, c'est à votre titre. Quand vous parlez de desservir la banlieue, donc desservir à tout point de vue, pas seulement pour les transports comme vous l'avez dit, mais aussi pour les équipements, etc., les autres équipements. Je pense qu'il y a, en particulier sur Lyon, il y a des choses qu'on ne peut pas bien appréhender si on met pas le mot banlieue au pluriel. Comme vous l'avez un peu évoqué dans votre première diapositive, sur les différents revenus, donc par commune, parce qu'on est quand même, que ce soit sur Vaux-en-Velin ou sur d'autres communes, dans une concentration de personnes qui sont à bas revenus, voire à très bas revenus, enfin comme vous l'avez dit, donc en difficulté. Souvent plus des gens qui sont issus de l'immigration, ce qui est pas le cas dans d'autres communes de l'agglomération, sur d'autres communes de l'agglomération, en particulier dans l'ouest lyonnais, par exemple, on n'a pas le même taux de population qui sont en difficulté, on n'a pas le même taux de logements sociaux. Il a fallu, c'est que tout récemment qu'on a un pourcentage minimum de logements sociaux qui doivent être faits par chaque commune, et encore, qui doivent être faits. Il y en a qui ne le font pas. Ils préfèrent payer l'amende plutôt que de construire des logements sociaux et puis donc de réduire ces décalages, et on concentre en fait sur certaines communes ou sur certains quartiers de Lyon. On a bien vu votre image du quartier de la Guillotière et alentour, des populations qui sont en difficulté. Et on peut s'étonner ensuite des prévisions, de la réalisation des prévisions qui étaient dans un rapport. Augmentation de difficultés sur certains secteurs, donc augmentation de la concentration d'immigrés, départ d'autres populations, blanches, entre guillemets, à revenus moyens, augmentation de la délinquance, etc. Alors si on conjugue ça avec ce que vous avez dit donc, au tout début, sous-investissement de l'État ou des collectivités dans certains secteurs géographiques. On a des secteurs qui sont déserts au niveau équipement. Voilà. Et après, on arrive à des zones de non-droit ou de droits différents. Voilà. Donc banlieue au pluriel. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais... Et par rapport avec les transports en commun, on n'a pas bien compris. Oui, je peux d'ailleurs en plus les deux questions. Et effectivement, j'ai fait le choix en fait de revenir sur l'ensemble de la période que j'ai étudiée, parce que ce qui me semble important, c'est quand même la dynamique historique et la comparaison qu'on peut en faire, la comparaison diachronique et historique. Mais ça impose d'aller vite sur plein de choses. Évidemment que de la même manière que par exemple la station de métro à la Guillotière qui coûte plus cher parce qu'il faut la creuser plus profondément, faire une infrastructure de transport pour le nord de Vaux-en-Velin, ça coûte plus cher parce que notamment il faut traverser un canal. Et du coup, c'est un des arguments effectivement qui pèse sur le fait qu'on ait préféré desservir le sud de la commune. Mais moi, ce que je vois, c'est que finalement, la bataille politique n'a pas été menée de ce point de vue-là pour dire, bon, ok, ça coûte plus cher, mais en fait, on a quand même une zone de 40 000 habitants qui sont des habitants qui ont moins qu'ailleurs la voiture, qui ont plus qu'ailleurs besoin de trouver un emploi, etc. Et donc, c'est ça que je vois. Il y a effectivement ensuite d'autres exemples. Si on prend l'exemple que j'ai repris aussi, Vénissieux, le tramway a été réalisé à Vénissieux. Et notamment, il n'y a pas de canal à traverser pour réaliser Vénissieux. Mais la configuration géographique, elle a son importance. Parce que desservir la zone de développement tertiaire de Vaux-en-Velin, c'est pour ça que l'exemple de Vaux-en-Velin est intéressant. J'ai voulu me concentrer là-dessus parce que ça permet, malgré tout, avec une période un peu éclatée, de revenir plus précisément sur certaines choses. Mais desservir cette zone du Carré de Soie,
ça s'oppose géographiquement à desservir le nord de la commune. En tout cas, on peut faire l'un sans l'autre. Alors que par exemple à Vénissieux, desservir la zone de développement tertiaire qui est plutôt au nord de la commune, ça ne s'oppose pas nécessairement à une ligne qui ensuite va au sud desservir les Minguettes. Mais j'aimerais surtout insister sur le fait que de partout ce qui se joue, ce sont quand même les deals politiques que les élus arrivent à faire pour jouer justement ces coups politiques pour développer leur territoire. Alors le maire de Grand-Blanc, comme je l'ai développé, finalement au bout d'un moment, il dit bon, bus pour le nord, finalement ça ira très bien. Par contre, mon projet au sud, c'est ça que je veux développer, on peut l'entendre. Et il y a pareillement des deals politiques qui ont été tenus aussi à Vénissieux pour permettre le tramway. Il faut savoir qu'en 97, on prévoit donc cette ligne de tramway à Vénissieux, mais cette ligne ensuite elle sera reportée dans le temps, elle va être finalisée seulement en 2013, après de multiples reports. Et ce qui se joue, c'est que le président du Citral, Bernard Rivalta, quand même, c'est important de le signaler, avant que ce soit réalisé, c'est un élu villeurbanais qui exclut la Fédération socialiste de Villeurbanne en 2008 et qui trouve refuge où? À Vénissieux. Il achète un garage, il le dit dans la presse, il n'y a pas de problème, il n'habite pas Vénissieux, mais en achetant un garage, il va pouvoir se faire élire sur la liste de Vénissieux. Et en étant élu vénitien, effectivement, en tant que président du syndicat des transports, desservir sa nouvelle ville, ça a un peu plus d'intérêt, y compris pour pouvoir ensuite renégocier sa place avec le maire en place. Ça n'a pas de chance. En 2014, son élection sera annulée et il ne retrouvera pas de place sur la liste municipale. Mais voilà, ce sont quand même ces négociations qui se jouent dans des espaces dont tous les termes ne sont pas exposés dans le débat public, à chaque fois, pour les exemples que j'ai. Merci beaucoup pour la conférence, c'était hyper intéressant. J'avais une question sur une date qui m'a un peu étonné. On a parlé au début de la conférence des plans des grands ensembles qui ont démarré dans les années 60. Et au cours de la conférence, vous avez dit à partir de 86, je crois qu'on parlait déjà de réhabilitation des UP. Et qu'en même temps, je crois que c'était à peu près dans la même période de temps, vous avez parlé de l'État qui se retirait de ses engagements dans ces quartiers. Je travaille dans le bâtiment et traditionnellement on les dimensionne pour 50 ans. Je suis un peu étonné de constater que sur des grands plans nationaux comme ça, au bout de 20 ans, il faille réhabiliter. Est-ce qu'on peut discuter un peu de ce qui a motivé ces réhabilitations? Est-ce que c'est des questions de peuplement comme vous l'avez présenté dans votre conférence, ou est-ce que c'est vraiment lié à la qualité du bâti, etc. Moi, je voulais faire une petite remarque aussi par rapport, qui allait dans le sens de ce que vous avez dit pour Vanvelin, c'est le cas de la commune de Bron. Si on prend le tramway donc T2 qui était conçu pour relier Saint-Priest à Perrache, son itinéraire naturel normalement c'est de passer au milieu du quartier de Mermoz, puis ensuite du quartier de Bron-Paris, voilà. Et il y a eu des pressions énormes de la part du maire de Bron pour qu'il ne passe pas dans ces quartiers, mais qu'il passe par le centre, qu'il soit contourné et qu'il fasse un trajet beaucoup plus long. Voilà, alors qu'on aurait pu faire, à mon avis, à un moment donné, vu que maintenant on a un autre tramway qui passe dans Bron, qui est le T5, on aurait pu faire deux projets. Voilà. Et je rajoute effectivement l'arrêt, par exemple, pour le métro ne dessert la l'unité, ne dessert pas, par exemple, l'université Lyon 2 à Bron, alors qu'on a un arrêt à Paris de l'autre côté, et que l'université est seulement desservie par le T2. Ce qui pose pas mal de problèmes depuis des années au moment des heures de pointe et des heures pendulaires à ce sujet-là. Donc effectivement, il y a des enjeux qui se jouent parce que, pour le coup, on évoquait la question de l'eau éventuellement qui pose un problème. À mon sens, il me semble qu'à Bron et à Paris et après à l'université Lyon 2, pour faire un métro, ça ne devrait pas poser de problème. Et on se rend
enjeux actuels des nouvelles politiques à Lyon et dans la métropole, ça va être de supprimer des parcs de stationnement sur l'Université Lyon 2 pour y installer davantage de logements et d'activités pour dynamiser ce territoire, mais qui n'aura toujours pas accès à un métro particulier. Je laisse répondre sur les questions. Merci encore pour ces questions. Alors, d'abord sur la première, sur les réhabilitations. Bon, les premières réhabilitations sont effectivement très tôt. Je le disais. Alors, Habitat Vie Sociale, ça ne concerne pas une opération de la ZUP. Ça concerne un des grands ensembles de Vanvelin qui a été construit avant, mais qui date du tout début des années 60. Et c'est 1976, les premières réhabilitations. Et puis, les premières destructions de tours, pour le coup, d'immeubles plus récents que ça, elles concernent la ZUP des Minguettes, et c'est 1983, je crois. Donc c'est très vieux. Non, je crois que Les tours qui se sont effondrés? Oui. Oh non, c'est plus tard. Je crois pas. Mais je peux me tromper. Mais c'est dès les années 80, ça c'est sûr. C'est avant qu'il y ait cette politique qui soit instituée en tant que politique publique. Donc c'est bien. Et alors, par contre, sur les causes, je ne peux pas trop me prononcer. Moi, je vois apparaître ce problème du peuplement, et évidemment, ça compte énormément, et notamment, c'est pareil, le maire de Vénissieux, bien avant que le maire de Vanvelin, puisque le maire de Vénissieux, c'est quelqu'un qui porte ce problème de la répartition des immigrés avant 77, avant le changement de maire à Vanvelin. Donc c'est possible que ce soit aussi un... Et c'est les premières démolitions aux Minguettes, il y a déjà des collectifs qui s'y opposent, qui disent qu'on peut vivre très bien dans ces immeubles à ce moment-là. Alors qu'on peut vivre très bien, ça ne veut pas dire que ces collectifs n'ont pas des revendications sur l'entretien du bâtiment régulier, notamment des ascenseurs, etc. Mais voilà. Et puis le cas de Bron, c'est encore un très bon exemple parce que le cas de Bron, évidemment, alors moi j'ai un peu moins étudié, mais la ligne T2, elle fait partie, elle est prioritaire notamment en 77 parce que elle incarne, j'ai dit Raymond Barre ouvre son exécutif à gauche et non, je crois que le président du groupe socialiste c'est Gérard Collomb ou c'est Jean-Jacques Caram, je ne sais plus, j'ai un doute. Mais en tous les cas, passer par Bron, ça fait partie des rétributions en termes de ressources publiques de cet accord entre Raymond Barre, l'UDF et le Parti Socialiste à cette époque-là. Ça doit se traduire sur des postes politiques, mais ça doit aussi se traduire sur de l'action publique concrète et d'investissement sur la ville. Alors ça passe pas par Mermoz, parce que le quartier de Mermoz n'a pas encore été réhabilité, il n'y a pas encore eu l'opération de rénovation urbaine qui se fera des années plus tard dans le cadre de la destruction de l'autopont, notamment, après la destruction de l'autopont, qui va permettre à tout le nord de Mermoz, le nord ou le sud, je ne sais plus, le quartier qui sera démoli et sur lequel on va reconstruire des logements plus mixtes, moins de logements sociaux. Et une fois qu'on a fait ces opérations, là on peut éventuellement envisager l'arrivée d'un tramway. C'est un peu ce qui se passe à Vanvelin, j'ai rajouté cette carte. Cette carte, c'est Manutoro. Vous avez au fond le centre-ville de Vanvelin et en fait la nouvelle ligne de tramway T9, pour vous la montrer, elle va passer ici, donc après le centre-ville, le centre du quartier du Manutoro. Ça va à peu près, alors soit venir par là ou soit par là, et puis ensuite arriver au centre-ville de Vanvelin ici, avant d'aller au sud de Vanvelin par là. Voilà, c'est orienté comme ça. Les petits points orange, c'est les barres d'immeubles qu'on a démolis depuis le début des années 2000. Ça représente à peu près 2500 logements sociaux. Vous voyez, avant qu'un tramway arrive dans les quartiers populaires, ça passe quand même par des perspectives de valorisation foncière, puisque au sud de cette ligne de tram, en gros, aujourd'hui, vous prenez à Vanvelin,
C'est là où on a construit récemment la médiathèque de Grand-Velin, mais sinon, par ailleurs, vous avez des champs où il n'y a plus rien, mais il y a du foncier disponible sur lequel éventuellement on va pouvoir reconstruire du logement social un petit peu, mais surtout faire de la promotion immobilière dans le cadre de ce projet de tramway. Et donc c'est un peu la même logique, hein. Je pense qu'on peut retrouver, qu'on retrouverait à Mermoz, qui expliquerait que tant qu'il n'y a pas ces dynamiques qui peuvent modifier le peuplement, et ben finalement on ne va pas investir en masse sur ces territoires. Je peux confirmer votre chiffre. 9 juin 1983, on avait la première tour Magali. Ok, merci. Le temps passe très vite. J'ai une petite sueur. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques, peut-être peut-être juste effectivement, ce qui est intéressant à mon avis, aussi de voir dans cette évolution-là, c'est que dans la présentation, il me semble qu'il évoque l'élément que dans les années 70, on est plutôt sur du développement par les transports pour l'habitat, et qu'on arrive après avec un autre modèle qui est le développement, les transports pour du développement économique, pour ensuite de l'habitat. Et ce saut-là est vraiment caractéristique, à mon avis, de la nouvelle économie tertiaire ou post-industrielle, où on pense le développement urbain, où les transports comme un outil de développement urbain, pour ensuite penser l'habitat. Et ce schéma-là, effectivement, le montre assez bien, je trouve. On détruit des éléments, des infrastructures, pour ensuite... et je vois que ça suscite des remarques, que je dis des choses fausses. Mais... Non, justement. Bonjour, merci pour cette conférence. Je vous posiez penser à quelque chose justement. Est-ce que le fait qu'il y ait ce changement que vous décriviez, est-ce que c'est pas aussi les politiques de décentralisation qui font que les villes sont beaucoup plus en autonomie dans leur recherche de subventions, enfin et en tout cas de financement, et qu'elles ont besoin d'être attractives à tout prix, quoi. Et donc du coup, est-ce que c'est pas ça qui entraîne des logiques autour de la rénovation urbaine, autour et aussi d'un changement de peuplement pour faire arriver des gens qui ont plus de ressources, donc directement qui vont sans doute contribuer plus par l'impôt à apporter de l'argent à la ville, du fait qu'il y a un désinvestissement de l'État dans les financements, etc. Oui. Oui, tout à fait, c'est important de le souligner. Ces objectifs de peuplement, ils sont liés aussi au potentiel fiscal des individus. Mais c'est pas forcément ce qui explique le caractère ethno-racial du choix qui est fait sur les populations, mais en tout cas en termes de classe sociale, évidemment, que quand vous avez, notamment je prends le cas de Grand-Velin, mais il faut bien se représenter ce que sont les dépenses communales, notamment, où vous avez une population qui est beaucoup plus jeune qu'ailleurs. Par exemple, je crois que c'est plus du double de jeunes qui, du coup, font l'objet de politiques éducatives beaucoup plus coûteuses que dans une ville à peu près de la même taille dans une autre ville de l'agglomération. Je crois que l'exemple qui était souvent pris, c'était Caluire, comparé à Caluire à Grand-Velin. Maintenant, les écarts de population sont un peu précis, enfin, sont plus importants, donc ça marche moins, mais il y avait plus du double d'enfants à encadrer dans des politiques municipales, notamment déjà dans la construction des écoles. Et donc ça nécessite aussi d'avoir des fonds pour faire tout ça. Et le désengagement de l'État, j'ai pas répondu, mais évidemment, quand je suis revenu très vite là-dessus, sorti des années 70, enfin même pas, dès les années 75, 76, en fait, j'ai parlé des normes d'équipement des UP, au sein des différents des équipes interministérielles qui vont construire la politique de la ville dans le dispositif habitat social, dans le dispositif de développement social des quartiers, par exemple. En fait, on essaye de trouver des parades pour justifier le retrait de l'État aussi. Donc on dit, hop, on se retire, mais on reste sur la réhabilitation, sur tel espace, ou avec des dispositifs particuliers. Mais ce qu'il faut surtout arrêter, ce sont les normes d'équipement, parce que l'État ne veut pas s'engager à dire, effectivement, pour tel nombre de logements, on s'est engagé à construire telle chose et telle chose. Mais
encore une fois, après c'est une négociation. L'État, par exemple, alors qu'avant il tenait un petit peu, je l'expliquais très rapidement dans le cadre des tensions autour des lignes de métro à Lyon, finalement les élus lyonnais et villeurbanais, ils sont à ce moment-là dans tout le package de réformes qui se joue. On accepte de dire aux Lyonnais OK pour votre métro, pour un certain nombre de choses, et notamment parce que ils vont accepter la création de la communauté urbaine, la création de certaines réformes d'État. Donc il y a des choses à prendre en compte par ailleurs qui font que il y a aussi la manière dont les élus peuvent jouer leur coup politique de manière différenciée. Mais il y a quand même de la part notamment des formations politiques dont j'ai parlé, un changement de cycle de recrutement politique. J'ai commencé par dire qu'en 1974, la Fédération communiste s'était installée sur le plateau des Maguettes. En 2000, elle déménage et elle s'installe dans le centre de Lyon, en face de la manufacture des tabacs. Alors certes, c'est un lieu stratégique où sont organisés les défilés, notamment des manifestations, mais c'est le centre de Lyon et ça correspond aussi à une réorientation des cibles de l'électorat du Parti communiste, par exemple. C'est pas seulement la variable fiscale qui est tout ça. Bien. Ah, deux questions, pardon. Merci pour la conférence, c'est très très riche et très intéressant. Le prisme sciences politiques est intéressant pour vous montrer ce que j'ai en horreur, c'est les actions des politiques vues dans ce prisme, leur carriérisme, leurs intérêts balayent beaucoup d'autres intérêts. Le mensonge aussi, et c'est assez incroyable quoi, de refaire l'histoire. Je ne sais pas si Vaux-en-Velin est très différent de Vénissieux. Je ne sais pas si on a abordé un peu aussi Bron, mais je trouverais intéressant de savoir si c'est publié vos travaux. Oui, enfin non. En fait, c'est accessible. Il y a plusieurs articles qui justement font des focales un peu plus précises sur certains points qui sont accessibles en ligne. Presque tous les articles que j'ai publiés sont accessibles. Vous pouvez y avoir accès. J'ai une page sur mon laboratoire, Triangle, où ces articles sont accessibles. Ma thèse est accessible également. Alors c'est un document de 800 pages, donc c'est pas forcément... mais j'ai dans l'idée de faire un bouquin plus petit. Mais voilà, c'est pas encore fait. Du coup, il y aura deux questions ici aussi. Je veux bien que vous expliquiez un peu plus les différents objectifs de cette politique de peuplement, là, de mixer les groupes sociaux et tout ça. Alors, du coup, il y a l'aspect coût que vous avez venu de dire par rapport à l'éducation, un coût plus important, l'aspect fiscal, mais les autres objectifs de ce mélange. J'ai des intuitions, mais c'est juste, voilà. Et puis moi, ma question, c'est est-ce qu'il y a eu, donc, sur d'autres métropoles, qui n'étaient pas des métropoles dans les années 60, ces politiques de transport qui ont fonctionné dans certaines ZUP et quelles ont été les conséquences, s'il y a des exemples. C'est clair ma question? Alors, pour la première question sur les politiques de peuplement, enfin je sais, ces politiques de peuplement, elles sont évidemment, elles sont constituées de plusieurs choses, plusieurs raisons. L'ensemble des acteurs qui vont les porter, que j'ai évoqués, l'agence d'urbanisme par exemple, donc des structures d'expertise plutôt, des élus, des élus de bords différents. Ils n'ont pas tous les mêmes raisons pour aller soutenir en tout cas ces politiques de peuplement. Mais la période des années 70, elle est très intéressante. Alors, bon, je ne suis pas tout seul à parler de ça. Sur la politique des quartiers en France, vous avez notamment les travaux de Sylvie Tissot sur
ces objectifs-là qui sont très importants. Mais ce qu'on voit vraiment à ce moment-là, ce qui est important, c'est la manière dont on construit ce problème-là, indépendamment des données qui sont accessibles et disponibles. Et moi, je le vois très bien à Vent-en-Velin parce que, typiquement, sur les études de peuplement que j'évoquais, on fait des sondages, par exemple, auprès des foyers qui quittent le logement social pour accéder à la propriété. C'est vraiment la période où on fait de la promotion de l'accès à la propriété et vous en avez, alors je crois que c'est 300 personnes qui sont interrogées sur le document que j'ai en tête. Vous en avez 20% qui quittent leur logement pour accéder à la propriété et comme première raison, ils disent ça pour accéder à la propriété. Et puis vous avez 3% qui disent parce qu'il y a trop d'étrangers. Donc sur 300 personnes, ça fait 3 personnes. Et dans les conclusions du rapport, vous avez une sorte de mise en équivalence de ces causes. Donc en gros, c'est parce qu'il y aura une fuite des ménages européens, parce qu'il y a une concentration des immigrés, parce qu'on théorise en fait à ce moment-là l'inadéquation des modes de vie, si vous voulez. C'est le bruit et l'odeur de Jacques Chirac, c'est ça aussi quand même qu'il y a derrière. Donc, mais on artificialise un petit peu cette mise en équivalence des raisons de départ des classes moyennes du logement social qui, de fait, là pour le coup, pour une politique municipale, ensuite ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, quand vous avez une politique d'accession à la propriété, la politique municipale, son but c'est que les personnes qui quittent le logement social retrouvent un autre logement dans la commune et pas forcément quittent le territoire. Donc on peut, mais c'est des choses qui s'articulent, on ne peut pas évacuer une question par rapport à l'autre. Je pense que c'est très important. Et puis ensuite, voilà, moi je vois clairement des différences entre les deux maires de Vent-en-Velin, par exemple celui avant 77 et celui après 77. Celui d'avant 77, il y a déjà cette réorganisation des politiques de logement social et du peuplement des logements sociaux, et pourtant il est pour continuer de faire du logement social à Vent-en-Velin. Et celui qui arrive après, il est contre, et notamment il est contre parce que, pour des raisons de stop à l'immigration qui sont diffusées à ce moment-là. Et on sait que pour différentes raisons, il y a eu des mouvements sociaux où les alliances entre les différentes forces politiques de gauche ne se sont pas faites, notamment pour des questions de différences culturelles, ethno-raciales également. Et pardon, la deuxième question. C'est les réussites. Les réussites, évidemment. Et ben, en fait, je il n'y en a pas. Non, mais c'est évidemment, je pense qu'il y en a sans doute quelque part, et les réussites, il peut y en avoir. On peut tout à fait décider de faire une infrastructure de transport importante dans un quartier où il y a beaucoup de logements sociaux, qui du coup, ça va faire moins de valorisation immobilière et foncière, parce que ce sont des prix beaucoup plus encadrés. Mais voilà, généralement, du fait de la primauté de cet objectif de mixité sociale et derrière de mixité sociale, de mixité ethnique, on constate souvent dans les banlieues populaires que ce sont des différents dispositifs qui s'agrègent pour rendre compte pour aboutir à ces objectifs, donc avec des démolitions, avec en fait Vent-en-Velin, ça reste par exemple une commune où il y a beaucoup de logements sociaux, beaucoup plus de logements sociaux qu'ailleurs d'ailleurs. Donc quand on démolit et qu'on reconstruit avec très peu de logements sociaux, ça fait c'est complètement justifiable politiquement et évidemment par rapport aux autres communes qui construisent peu de logements sociaux, les élus sont dans leurs droits complètement, donc il n'y a pas de problème du point de vue légal en tout cas. Mais le problème c'est que si vous voulez, pour disperser les classes populaires, on a des dispositifs très contraignants. On détruit leur logement. À chaque opération de démolition auquel j'ai pu assister, il y a des gens qui pleurent, qui ne comprennent pas qu'on démolit. Et donc on fait du relogement brutal en fait. Mais pour attirer par contre les classes populaires
populaires, les parents des classes supérieures, on n'a pas du tout des éléments de coercition aussi importants. Donc on fait de l'attractivité en changeant les commerces en bas, en mettant des commerces qu'on perçoit qui vont plus plaire aux habitants que l'on souhaite voir venir, ou en faisant du transport. Et dans certains cas, comme celui de Vaux-en-Velin, ça fait échapper complètement ces quartiers populaires aux ressources publiques qui, pour autant, sont investies au nom des banlieues populaires. C'est le cas de Confluence, qui auparavant est un quartier très industriel, avec une séparation dont on a évoqué à la précédente conférence sur le centre d'échange de Perrache, qui faisait barrière, et avec une prison, avec des populations plutôt populaires, voire défavorisées, etc., et qu'on a retransformé, qu'on a prolongé après avec le tramway, parce qu'on a tout changé, la morphologie et les fonctions de ce quartier de Confluence, qui désormais est un quartier tertiaire et qui n'est plus du tout industriel, avec des bureaux, avec ce que tu évoquais, c'est-à-dire un centre commercial, et on a gardé 2-3 vestiges de l'industrie, et on a installé la faculté catholique, l'université catholique, notamment à Lucla. Donc l'apport du transport permet aussi de faire monter les prix des loyers, ce qui permet effectivement de pouvoir repousser un peu aussi les populations, les classes populaires en périphérie du fait de la montée des loyers. On sait bien que quand on cherche un appartement intramuros à Lyon ou dans les banlieues, on se rapproche du métro ou du tramway et que les prix sont beaucoup plus élevés, et donc empêche une certaine mixité sociale à ces endroits-là. En même temps, la mixité sociale, enfin, je ne suis pas grand spécialiste de la question, mais la mixité sociale, elle s'inscrit aussi dans chaque immeuble. Il y a 25 à 30% de logements sociaux dans les logements un peu urbains, un peu riches. C'est pas toujours le cas. Souvent, c'est pas le cas. Dans les communes, on va conclure sur cette remarque. Un grand merci à Antoine, un grand merci aux archives municipales de nous accueillir. Parlez autour de vous de ce cycle de conférences, parlez de Rail Histoire, adhérez à Rail Histoire, c'est 5 € et c'est gratuit pour les étudiants. Il y a plein d'activités qui sont faites. Suivez-nous sur les réseaux sociaux aussi, sur notre site internet pour avoir une vision de nos activités. Et puis surtout, venez dans un mois pour une super conférence à nouveau, le 7 avril. Le 7 avril, c'est un jeudi, et pas un mercredi. Peux-tu nous dire le titre de cette conférence? Parce que nous avons le conférencier sous la main. Oui, le titre, il n'est pas encore défini, mais c'est s'intéresser au quartier de gare et à l'aménagement des quartiers de gare, en quartier de ville ou en ville de quartier, et le lien avec les enjeux de développement durable, donc la politique de la SNCF qui va essayer de valoriser la gare et ses alentours pour en faire un lieu de vie, et non pas seulement un lieu d'arrêt ou simplement un lieu de passage. Le but étant d'essayer d'arriver à capter ce flux de voyageurs et donc d'y mettre, un peu comme dans les grandes gares qu'on connaît, la Part-Dieu, la gare de Lyon, etc., des activités économiques qui vont aider à arrêter les gens et de profiter de ce foncier, de cette patrimoine immobilier que la SNCF a et qu'elle essaye de valoriser. Voilà, on va parler de ça à l'échelle nationale et particulièrement dans la région parisienne. Donc le 7 avril, entre 18h30 et 20h, ce sera jeudi et pas mercredi soir. Merci. Merci à vous. Au revoir.